Le rêve d'Hawa. Hawa vivait dans un petit village du Sahel, un endroit où les traditions dictaient les règles, parfois au détriment des rêves individuels. Issue d'une famille modeste, elle passait ses journées entre l'école et les tâches ménagères. Malgré la fatigue, elle nourrissait une ambition brûlante, devenir enseignante. Elle voyait en l'éducation une clé pour changer les destins des jeunes filles de son village. Souvent mariée dès l'adolescence et privée de scolarité, Hawa était la première de sa classe. Et son maître disait qu'elle avait le potentiel pour aller loin, mais son engagement dérangeait certains. Des hommes influents, habitués à contrôler les femmes de la communauté, voyant son éducation comme une menace pour l'ordre établi. Un soir, alors qu'elle revenait d'un cours du soir, le chemin de brousse qu'elle empruntait se transforma en cauchemar. 3 hommes l'attendaient, leurs visages masqués par des foulards. Ils lui bloquèrent. Hawa tenta de fuir, mais ils l'attrapèrent. Elle se débattit avec une force. Désespérée, criant de toutes ses forces dans l'espoir qu'on l'entende. Mais ses cris se perdirent dans la nuit. Après une agression brutale qui semblait durer une éternité, ils la laissèrent inconsciente au bord du chemin. À l'aube, Nana Amina, une femme respectée par sa sagesse et ses connaissances en médecine traditionnelle, trouva Hawa. Horrifiée par l'état de la jeune fille, elle la transporta chez elle et envoya chercher la famille d'Hawa. Les nouvelles se répandirent rapidement dans le village, mais elles suscitèrent des réactions partagées. Tandis que certains exprimaient leur compassion, d'autres murmuraient que la jeune fille avait dû provoquer son sort en s'aventurant seule à une heure tardive. Après plusieurs jours de soins, Hawa reprit conscience traumatisée, elle passa des longues semaines sans parler. Nana Amina et quelques femmes du village vinrent régulièrement lui rendre visite, lui apportant des remèdes et des paroles apaisantes. Petit à petit, Hawa trouva le courage de raconter ce qui s'était passé. Avec l'aide de Nana Amina, elle brisa le silence et révéla les noms de ses agresseurs. C'étaient des hommes influents, connus pour leur abus de pouvoir. Le chef du village, un homme âgé et rigide, refusa de les confronter directement, invoquant de préserver la paix du village. Mais Hawa refusa de se laisser museler. Avec l'aide d'une organisation régionale pour les droits des femmes, elle porta l'affaire devant les autorités locales. Alors que le combat juridique s'éternisait, Nana Amina rassembla les femmes du village. « Si nous ne nous soutenons pas les unes les autres, qui le fera ?» dit-elle lors d'une rencontre. Ainsi naquit l'Association des femmes de la brousse, un collectif dédié à sensibiliser la communauté des violences faites aux femmes et à offrir des refuges aux survivantes. Elles organisèrent des campagnes pour encourager les filles à aller à l'école, fournir des cours d'alphabétisation pour les mères et mirent en place un réseau de soutien pour les femmes en difficulté. Même si les coupables échappèrent à une condamnation sévère, Hawa refusa de laisser son expérience définir sa vie. Elle retourna à l'école et passa avec succès son examen final. Aidée par l'association et un programme de bourse, elle intégra une école de formation d'enseignants en ville. Quelques années plus tard, elle revint dans son village, cette fois comme enseignante. Mais Hawa était plus qu'une simple institutrice, elle était une militante, une source d'inspiration. Elle enseignait aux enfants à lire, à écrire et à penser de manière critique. Elle sensibilisait les jeunes filles sur leurs droits et les garçons sur l'importance du respect et de l'égalité. L'impact d'Hawa et l'association fut visible. Les femmes du village devinrent plus confiantes et participèrent davantage aux prises de décision. Les jeunes filles restèrent plus longtemps à l'école, et les garçons commencèrent à voir leurs camarades féminines comme leurs égales. Quant à Hawa, bien que ses blessures ne disparussent jamais totalement, elle portait fièrement ses cicatrices comme témoignage de sa résilience. Elle disait souvent à ses élèves, « Nous ne pouvons pas changer ce qui nous est arrivé, mais nous pouvons choisir ce que nous devenons. »